De retour sur ce plateau télé du Ciel, nous allons à présent aborder la question de la réforme de la formation professionnelle, le compte personnel de formation. Quelles sont vos obligations? Et pour en parler avec nous sur le plateau, deux invités. Alors nous accueillons Michel Fayet. Bonjour Michel Fayet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la commission RH, c'est à la CCI de Toulouse. Et à vos côtés, Pierre Larieux. Bonjour Pierre Larieux, vous travaillez au pôle entreprise à Pôle emploi et aussi à la directe de Midi-Pyrénées. Alors ensemble, on va évoquer ce compte personnel de formation. C'est quelque chose qui est rentré assez récemment en vigueur. C'était le 1er janvier dernier. Pour les personnes qui sont dans la salle éventuellement qui n'ont jamais entendu parler ou les internautes qui nous regardent, le compte personnel de formation, qu'est-ce que c'est? Alors, pour employer, disons un raccourci, les gens maîtrisaient bien depuis 10 ans le droit individuel à la formation, le DIF, qui était à la main des salariés pour pouvoir accéder personnellement à la formation. La réforme de la formation professionnelle continue qui est intervenue en 2014 et applicable en 2015 a un peu bouleversé le paysage de la formation professionnelle. Et désormais, le compte personnel de formation vient remplacer le DIF. Sa grande particularité, c'est que c'est un droit universel qui naît dès qu'on rentre sur le marché de l'emploi et qui va vous suivre tout au long de votre vie professionnelle. On va acquérir des droits quand on travaille et les conserver tout au long de sa vie professionnelle et les utiliser de manière plus personnalisée qu'auparavant. Donc, un accès de tous les actifs dès leur entrée sur le marché du travail, un compte qui vous suit et qui est transférable, quelle que soit votre situation, demandeur d'emploi, salarié, et peut-être demain dirigeant d'entreprise. On est en train d'y réfléchir. Donc, qui va couvrir toutes les périodes de votre vie professionnelle et qui sera un passeport orientation-formation dont vous disposerez librement. C'est un grand pas par rapport au DIF qui a connu un échec, on va dire, très relatif. Les partenaires sociaux en 2013 ont tiré des conclusions et ont décidé de franchir un pas nouveau. Alors, en réformant la formation professionnelle continue pour ce qui concerne les entreprises, déjà au niveau du financement de la formation professionnelle, de la politique au sein des entreprises, des missions des OPCA, et à donner de nouveaux droits aux salariés par rapport au compte personnel de formation, comme je l'ai indiqué, un conseil en évolution professionnelle auquel tout salarié ou demandeur d'emploi peut accéder gratuitement par rapport à des partenaires extérieurs qui sont professionnalisés et qui vont pouvoir accueillir les salariés, les écouter dans leur projet professionnel qui peut se dérouler en dehors de l'entreprise dans laquelle ils sont, les accompagner et mieux décrypter leurs besoins, voir remonter des dossiers financiers, trouver les organismes de formation adéquats. Et le compte personnel de formation est là pour donner au moins une première source de financement à ces formations que va vouloir faire le salarié. La grande différence auparavant avec le DIF, c'est que le compte personnel de formation ne peut être utilisé que dans le but de déboucher sur une formation qualifiante. Et donc ça, c'est le souci des partenaires sociaux et aussi des parlementaires, des gouvernants, de renforcer l'employabilité des salariés. Et donc on est sur un parcours professionnel tout au long de la vie. Comment l'entreprise, comment le salarié peut renforcer son employabilité. Et le moyen qui a été trouvé, c'est d'orienter les fonds de la formation professionnelle continue vers des formations de plus en plus qualifiantes. C'est-à-dire trouvant écho dans l'entreprise, dans la branche professionnelle. Et s'il faut changer de métier, s'il faut évoluer pour retrouver un travail ailleurs, eh bien, valoriser tout son parcours de formation et à travers notamment des CQP, des titres professionnels, des diplômes. C'est la philosophie en tout cas qui a animé les partenaires sociaux et les parlementaires à travers cette loi. Oui, oui, Monsieur Larieux, moi je voulais vous poser une question, c'est que il y a eu un problème
de mise en place là, parce que le droit individuel à la formation à laquelle beaucoup de centres de formation s'étaient adaptés a été brutalement supprimé, soit que les entreprises ont anticipé, et ce compte personnel de formation a mis du temps à se mettre en place. Et donc, de nombreux centres de formation ont été mis en difficulté. Bon, je suppose que ce sont des difficultés passagères, mais qu'en est-il maintenant? Alors, il est exact que le compte personnel de formation a modifié le marché de la formation professionnelle. D'une part, nombre d'entreprises avaient développé des plans de formation, mais qui s'appuyaient aussi sur un accompagnement des salariés à travers le DIF. On le voit notamment dans l'apprentissage des langues, dans la métallurgie, dans l'aéronautique ou dans d'autres secteurs, que ce soit l'hôtellerie ou autre. Et donc, brutalement, le DIF disparaît. Les gens n'avaient pas anticipé sur cette disparition, pas tous en tout cas, au niveau des organismes de formation. Et donc, on le remplace par le compte personnel de formation, qui est plus restrictif dans son objectif, puisqu'il doit déboucher obligatoirement sur une formation qualifiante. Et auparavant, on pouvait avoir une formation en langue de 30 heures ou 50 heures, mais qui était adaptée à l'hôtellerie, qui était adaptée à la métallurgie ou adaptée à notre métier, et qui n'avait pas besoin nécessairement d'être sanctionnée, puisqu'elle trouvait son application concrètement au poste de travail, et on voyait tout de suite quelle en était l'efficacité. Désormais, il faut qu'il y ait une sanction diplômante, comme je le disais tout à l'heure. Et donc le marché, par exemple, des langues, il a pu trouver à un moment donné de débouchés, puisque tous les organismes de formation ne préparaient pas au TOEIC ou à des choses qui étaient reconnues sur le plan national, voire international. Donc il y a eu un petit trou d'air, et un gros trou d'air même, au cours du premier trimestre, on va dire. Les remontées ont eu lieu très rapidement de la part des organismes de formation, des entreprises, puisqu'ils n'avaient plus la même souplesse qu'auparavant sur certaines formations. Et donc, il a été pris au niveau des instances nationales, paritaires ou gouvernementales, des mesures pour simplifier et assouplir un peu le système. Donc, on a élargi les formations qui étaient possibles par le biais du CPF, avec des durées de formation beaucoup moins longues que nécessaire, avec de la modularisation, des formations séquentielles. Donc, on est au mois d'octobre, les choses sont plus accessibles, en tout cas pour les langues, ça a été résolu pour partie, avec le rétablissement de modules plus courts. Pour d'autres formations également, c'est rétabli. Et puis également, les OPCA, l'État a réagi et a décidé aussi d'accompagner et de conseiller les organismes de formation pour qu'elles se réadaptent et qu'elles anticipent sur le changement de marché. Et donc, là-dessus, on est sur une période de transition qu'on ne peut nier, mais pour laquelle les gens ont su réagir quand même assez rapidement ou le plus rapidement possible. Désormais, on a près de 13 000 formations qui sont accessibles par le CPF. Et des listes nouvelles apparaissent tous les trimestres qui viennent accrémenter ces 13 000 formations qui existent déjà. Pierre Larieux, quand je vous écoute, on comprend le trou d'air qu'ont subi entre guillemets les organismes de formation pour le coup durant cette période. Néanmoins, du côté des salariés, visiblement, ils y gagnent. Le fait d'avoir quand même quelque chose qui soit sanctionné derrière à la clé, on fait monter le niveau, non? Il est clair que pour les salariés, on est sur une logique d'employabilité. Donc on est sur un compte qui est à sa disposition, qu'on ne peut débloquer que par sa volonté personnelle, et qui peut servir de levier pour aller trouver d'autres financements. Parce que le CPF, en fait, les gens disent ce n'est que 150 heures. 150 heures, ça peut paraître peu,
Mais quand vous allez voir le fonds GESIF pour avoir un congé individuel de formation, quand vous allez voir l'OPCA, quand vous allez voir le conseil régional ou d'autres financeurs, ça peut amorcer la pompe et permettre un financement complémentaire. Donc, ça donne le moyen vraiment à un salarié de pouvoir se former, évoluer et pouvoir plus facilement retrouver un emploi ou évoluer en compétences dans son entreprise, dans son secteur d'activité préféré. Michel Fayet, au sein de la CCI, comment vous avez accompagné cette mutation, si on peut le dire ainsi? Ben, écoutez, nous l'avons accompagné à travers nos matinées ressources humaines. D'ailleurs, je crois que un de nos derniers invités était justement Monsieur Larieux, qui a présenté à nos ressortissants, si vous voulez, justement les enjeux. Nous ne sommes pas, nous, directement, si vous voulez, interlocuteurs dans cette problématique-là. Il y a une loi qui est passée. Notre problème est d'inviter nos ressortissants à appliquer cette loi et à en tirer le maximum de bénéfices. Voilà. Juste pour terminer, un dernier point avant qu'on ne retourne sur vous, Pierre. Il me semble que vous aviez un léger coup de gueule, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est pas un coup de gueule. C'est-à-dire que, vous êtes comme moi, vous entendez parler sans arrêt des 32 milliards d'euros de la formation professionnelle. On a l'impression qu'on a une gigantesque motte de beurre devant nous là, et qu'il suffit de la gratter un peu pour s'enrichir. Non, ces 32 milliards, on mélange les torchons et les serviettes, parce que dans les 32 milliards, il y a les frais pédagogiques, certes, mais il y a aussi les salaires versés aux gens qui sont en formation, il y a leurs frais de déplacement, et donc, en fait, des 32 milliards à la disposition, si vous voulez, il y en aurait peut-être 20, mais pas plus. Donc, ça m'énerve d'entendre parler de ces 32 milliards qui est repris en cœur par tout le monde sans faire la part des choses. Pour terminer, Pierre, un détail assez pratique, mais je suis salarié. Si demain, éventuellement, je souhaite suivre une formation, concrètement, comment ça se passe? Comment je vais faire appel à ce portefeuille qui me suit? Alors, tout d'abord, on peut aller déjà s'inscrire sur un site internet public géré par la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle Mon compte formation. Là-dessus, on va s'enregistrer et on va ouvrir un compte qui va être géré par la Caisse des dépôts. On va reporter ses droits à DIF qu'on avait acquis jusqu'en fin 2014. On va les inscrire. On va avoir accès par ce site internet à toutes les formations qui sont accessibles avec le profil que j'ai à l'instant T, c'est-à-dire des formations générales, globales, ou des formations qui sont plus tournées vers ma branche d'activité. Si j'ai besoin d'un financement, je peux me retourner vers mon entreprise qui va, si elle a les moyens, m'accompagner dans ma démarche. En me servant un peu d'interface avec l'OPCA qui peut prendre en charge le financement. Autrement, si je décide seul de suivre une formation, c'est-à-dire hors temps de travail, c'est-à-dire le soir ou le week-end, à ce moment-là, je vais pouvoir accéder directement à des financements auprès de mon OPCA. Il faut mieux quand même conseiller à un salarié qui s'engage dans cette voie-là, c'est-à-dire articuler formation qualifiante, organisme de formation, pouvant les dispenser, source de financement, lui indiquer de se rapprocher d'un organisme tel le fonds GESIF, qui est à même de donner un conseil en évolution professionnelle, qui va déjà, avec le salarié, décrypter vraiment son besoin. Si c'est un besoin vraiment de formation, quelle formation? Une formation qualifiante, l'aider dans sa démarche pour trouver un organisme de formation et après mettre en place les leviers pour monter un plan de financement. Je ne voudrais pas dire que l'entreprise n'est pas, ne peut pas se dispenser de ne pas connaître ce que font ses salariés avec le compte personnel de formation. Autant les entreprises avant étaient bien impliquées dans le DIF, désormais, il faut qu'elles se préoccupent du compte personnel de formation. Parce que le compte personnel de formation, elles peuvent, si elles le veulent, inciter les salariés
à aller dans le sens des besoins de l'entreprise en montée de compétences, aller dans le sens des salariés également qui veulent évoluer dans l'entreprise pour trouver des financements complémentaires aux moyens dont disposent les salariés. Donc, on souhaite, et ce n'est pas une obligation qui est vraiment inscrite dans le marbre de la loi, que les entreprises s'en préoccupent. Il y a des moments où l'entreprise va être face à certaines obligations en matière de compte personnel de formation. C'est quand le salarié veut faire sa formation pendant le temps de travail. Donc là, la donne va changer, puisque l'entreprise aura son mot à dire sur le calendrier, sur les dates de départ en formation, voire le contenu, le fond de la formation. Puisque ce qui veut dire partir pendant le temps de formation, c'est aussi verser la rémunération aux salariés pendant le temps de formation. Ce qui n'est pas le cas quand on fait une formation hors temps de travail. Les entreprises les plus structurées, certainement, s'engageront dans des politiques autonomes et indépendantes vis-à-vis du CPF. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir avoir le choix, si elles entament un dialogue social au sein de l'entreprise, de conclure des accords pour avoir une gestion interne du compte personnel de formation. Et à ce moment-là, ils pourront mieux articuler politique du compte personnel de formation, envie des salariés d'évoluer professionnellement et besoins économiques et anticiper aussi sur les évolutions de compétences au sein de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle n'est pas absente du compte de formation, mais je reprendrai l'idée qui a été évoquée tout de suite. En matière de réforme de formation professionnelle continue, on ne parle que du compte personnel de formation. La réforme qui a été introduite, elle bouleverse les 32 milliards qu'on a évoqués. Elle bouleverse l'utilisation des 14 milliards qui sont dépensés annuellement par les entreprises pour la formation professionnelle continue. Donc, ne s'intéresser qu'au compte personnel de formation, c'est ne pas voir derrière les changements qui vont avoir lieu dans la conduite des plans de formation au sein des entreprises et comment demain les OPCA vont gérer les fonds mutualisés. Donc, le compte personnel de formation, on a tiré les conclusions que le DIF avait atteint ses limites. On passe maintenant à un moyen supplémentaire pour les salariés de maintenir leur employabilité, mais n'oublions pas aussi les 16 milliards ou 14 milliards qui sont dépensés annuellement par les entreprises pour les formations courantes et qui se déroulent dans les entreprises et puis qui sont là aussi pour préparer les emplois de demain. Très bien, merci beaucoup messieurs. Nous sommes arrivés au bout de notre temps imparti d'avoir éclairé nos lanternes sur la réforme de la formation professionnelle avec ce compte personnel de formation. Merci beaucoup.